Bienvenue sur Mourad TV, l'émission dans laquelle je suis autorisé à trop parler. C'est même pour ça que ça s'appelle comme ça apparemment. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur un épisode pas si lointain de notre histoire, puisqu'il s'agit du Bilbao OM de 2016, et on va rejouer Bilbao, et ça va me permettre de faire un petit parallèle entre les équipes de 2016 et de 2018 de l'Olympique de Marseille, et je vais essayer de détruire un poncif, une manière d'analyser le foot qui m'embête un petit peu ces temps-ci, et qui est vraiment généralisée. Si une équipe est bonne, on dit « Ah bah oui, mais vous avez vu les joueurs qu'il y a dans cette équipe ?» Et puis si elle est mauvaise, on dit « Ah oui, bah les joueurs ils sont pas au niveau. » Donc si on prend ces deux équipes, OM 2018, OM 2016, on pourrait se dire ah bah, l'OM 2016 ça voulait dire que les joueurs étaient pourris et OM 2018 ça veut dire que les joueurs étaient bons. Et d'ailleurs c'est un peu un sous-entendu que l'on entend, ah oui à l'époque on était nuls, regardez l'équipe de merde qu'on avait il y a 2 ans. Ben voyons voir justement cette équipe. Est-ce que c'était une équipe si mauvaise que ça en 2016? Alors la compo qu'on avait alignée pour aller jouer à Bilbao, donc Mandanda, Manquillo, Nkoulou, Rekik, Mendy, Diarra, Isla, Nkoudou, Fletcher, Cabella, Batshuayi. La compo de l'OM 2018, on voit d'ailleurs que ça n'a pas bougé dans les cages, enfin si ça a bougé mais c'est revenu. Mandanda, Sakai, Rami Rolando Amavi, Luis Gustavo Zambo. C'est sans doute la ligne là où on est très fort cette année. Thauvin, Payet, Ocampos et Germain. Donc est-ce que c'est largement supérieur si on utilise cet argument simpliste de dire ah bah les résultats étaient nuls donc les joueurs étaient nuls? On va dire bah oui forcément, et puis regarde il y a Fletcher dans l'équipe donc une ou deux blagues. Sauf que si on regarde un peu en détail, on peut se dire que déjà bah, on a toujours le même gardien, hein, le même taulier, celui dont on chantait les louanges à l'époque et dont on chante toujours les louanges actuellement. En défense centrale, Nkoulou, ça a quand même été l'un des meilleurs défenseurs de France 2 ans et demi sur 5 avec nous. C'est typiquement le genre de défenseur qui a besoin d'avoir un bon coach avec lui, sinon il est tout pourri. S'il a un bon coach, ça peut être un excellent joueur. Il le prouve encore au Torino, parce qu'à l'heure actuelle, il est très très bon. Comme son partenaire de défense, Rekik, qui était très mauvais à l'Olympique de Marseille. Et lorsqu'il est parti en Allemagne, bah, bizarrement, il s'est révélé être plutôt pas mauvais. Benjamin Mendy, un autre exemple de l'importance d'avoir un bon coach. Parce que Benjamin Mendy, l'an dernier, c'est tout simplement l'un des meilleurs arrière-gauche du monde, sans doute top 3 au minimum, il est extraordinaire. Mais nous, il se traînait comme une âme en peine, c'était terrible, il était horrible sur le terrain. Gestion humaine. Et Manquillo Sakai, j'ai envie de dire, malgré toute l'admiration que j'ai pour Hiroki, que ça se vaut plus ou moins. Au milieu de terrain, Luis Gustavo est énormissime, mais en 2016, Lassana Diarra était énormissime. À ses côtés, en plus de ça, il avait un mec qui s'appelait Mauricio Isla, qui faisait aussi parfaitement le taf et qui était pas mal du tout. Il apportait même plus de garanties qu'un Zambo à l'heure actuelle, même si vous connaissez également mon amour pour ce brave Zambo. Là où on était vraiment meilleur, là où on est vraiment meilleur à mon avis, à l'heure actuelle, c'est dans cette ligne derrière l'attaquant où Thauvin, Payet, Ocampos est largement supérieur à Nkoudou, Cabella, Fletcher. Et en attaque, bah, Batshuayi, c'est meilleur que Germain. Tout ça nous montre qu'une équipe, eh ben, ce n'est pas que des noms posés sur une feuille. C'est pas FIFA Ultimate Team où on met juste des noms, on se dit ah bah eux ils sont trop forts, eux ils sont forts. Un peu cette vision du mercatoïsque du foot à l'heure actuelle, parce que maintenant on réfléchit même plus aux joueurs que l'on a, à ce que l'on a sous la main. On se dit tout de suite ah bah il faut vite aller acheter ce joueur, bah ce joueur là il est trop fort, il est une pépite, il est un machin, il est un truc. Maxime Lopez, allez hop on le jette à la poubelle. Lucas Ocampos, il n'y a pas grand monde qui donnait cher de sa peau. Moi, personnellement, c'est pas que je donnais cher de sa peau, mais je me disais, bon, si Garcia lui fait confiance, pourquoi pas. Tout ça, ça prouve que le football, c'est les joueurs que l'on a, le potentiel joueur que l'on a, c'est avant tout, c'est ça, c'est un potentiel. Et puis, il faut en faire quelque chose. Alors, bien sûr, il y a des disproportions énormes dans la répartition de ces potentiels joueurs. Donc, on ne va pas comparer l'effectif de l'Olympique de Marseille à celui du FC Metz, comme on ne va pas comparer l'effectif de l'Olympique de Marseille à celui du PSG. Malheureusement, il y a des disproportions énormissimes entre ces trois effectifs. Mais par contre, en ce qui concerne l'OM, c'est intéressant de voir qu'un bon entraîneur, qu'un vrai projet, ça change beaucoup de choses, ça change tout, parce que le potentiel de l'équipe de 2016, à mon avis, il n'était pas si pourri, il aurait même pu, en tout cas, il aurait sans doute, certainement, pu faire mieux qu'une triste 13e place en Ligue 1, ce qui a été son classement final.
Et puis donc il y a la différence entre les deux entraîneurs, ça c'est important de voir les qualités de chacun. Rudy Garcia, je l'ai beaucoup critiqué, moi le premier, mais je lui aussi souvent reconnu la qualité de savoir gérer son effectif et surtout de bien savoir tailler dans un effectif. Il a fait ses choix forts, j'avais parlé d'Ocampos par exemple. Il sait mettre en valeur aussi ses leaders, parce que là des leaders on en avait en 2016, merde, Mandanda, Diarra, Batshuayi, c'était quand même des mecs qui avaient un certain talent. Bah non, Batshuayi, Mitchell l'aimait pas pour certaines raisons, il arrêtait pas de le tailler en conférence de presse. Bon, il était obligé de... Diarra et Mandanda, il était obligé on va pas être vulgaire, mais voilà, parce qu'ils étaient trop forts. Mais il a mal capitalisé autour, et puis il y avait aucun projet de jeu, et puis il y avait aucune dynamique positive dans le club, parce qu'après ce niveau-là, alors il y a le niveau potentiel joueur, après tu as le niveau entraîneur, et ensuite il y a aussi le niveau général qui est plus macro, qui serait celui de l'organisation du club et la dynamique dans laquelle se trouve le club et l'équipe de manière générale. En 2016, notre dynamique, c'était un petit peu « poussez-vous, il y a un radeau de sauvetage, il faut vite que je me jette dedans, le Titanic est en train de couler ». À l'heure actuelle, c'est plutôt on essaye de construire un truc, on essaye de mettre les fondations, etc. Et on voit qu'avec un potentiel joueur approchant, on réussit à faire une saison qui est 100 fois, 10 000 fois meilleure que celle que l'on avait fait en 2016. Donc voilà, c'était un peu, je voulais profiter de cette occasion pour faire ce parallèle-là et puis pour essayer d'apporter un peu d'ouverture. Il faut essayer de voir autre chose dans l'analyse du foot. Il n'y a pas que ce joueur-là, il est fort, ce joueur-là, il est nul. Je regrette que beaucoup de consultants et que beaucoup de personnes qui sont payées très très cher pour analyser le foot s'arrêtent à ça. Bien sûr, je ne terminerai pas cette vidéo sans dire à quel point mon pronostic avait été bon sur Bilbao, hein, le pire tirage pour l'OM, sans blague. Je suis vraiment nul à chier en pronostic. Mais voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt sur Football Club de Marseille.